jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Bonjour Emma. Bonjour Thierry. Ça va bien ? Ça va très bien. Parfait. Votre invité aujourd'hui avec nous, avec tout plein de bons conseils qui arrivent, Philbert Corbrojot. On a parlé la semaine dernière en matinale, mais le parcours de notre invité et puis ses conseils avisés méritaient bien de les explorer davantage avec nous. Philbert Corbrojot, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous signez ce livre de développement professionnel, Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place. C'est le titre. Fruit d'années d'expérience, à la fois personnelle et professionnelle évidemment. Vous présentez des outils destinés à aider ceux et celles qui souhaiteraient évoluer, pourquoi pas se reconvertir. C'est un peu dans l'air du temps, c'est très dans l'air du temps a priori. Le nombre d'actifs aujourd'hui qui souhaitent en France se reconvertir est vertigineux. Effectivement, 92% des actifs ont exprimé le besoin de se reconvertir pendant le confinement. C'est énorme, hein, quand même. C'est énorme, 92%, ça me paraît énorme. C'est une enquête qui a été donc réalisée depuis 2020. Oui, septembre 2020. Vous, le livre, vous commencez à l'écrire en janvier 2020, donc un petit peu avant. Et puis en fait, les mois et les années à suivre ont accentué bien cette tendance, cette exigence, cette quête d'une vie en fait plus proche, plus en harmonie avec ce qu'on est profondément. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. C'est qu'on s'aligne avec soi-même, c'est-à-dire qu'on prenne conscience de son potentiel pour mieux réaliser ses projets. On va avoir ces termes qui vont revenir beaucoup dans votre livre, vos potentiels projets évidemment. Et vous-même savez ce que c'est que d'accomplir un travail, des tâches pas forcément épanouissantes ou pas forcément conformes en fait à ces talents profonds, ces talents latents. On va expliquer cela. On va repartir en arrière comme vous le faites d'ailleurs dans le livre. Toute la première partie autobiographique, vous nous racontez votre parcours, né en 1961 sur l'île de Noirmoutier. Vous y grandissez, vous étudiez, écolier, collégien. Et puis petit à petit, on voit que votre avenir, il est tout tracé par votre famille, mais alors complètement indépendamment de vous. Vous nous racontez ça un petit peu ? Oui, j'avais 10 ans et je me rappelle encore, je revenais du CM2 et je montre mon bulletin de notes à ma mère, tout content d'ailleurs. Hein. Puis elle me regarde, elle me dit écoute Philbert, il faut rester à ta place, on ne va pas rêver d'une condition qui n'est pas la d'autre. Les notes étaient trop bonnes pour elle. Presque ça. Oui. Tu seras maçon comme ton père. Alors, le fait d'être maçon, pour moi, n'est pas dévalorisant. Il y en a plein dans ma famille, mon père était maçon, mais c'est pas ce que je rêvais. Moi, je rêvais d'être avocat. C'est pas du tout la même chose, vous voyez ? Non. Hein ? Et donc, ça a été pour moi un coup de froid, quoi. Hein, et donc, je suis resté en hibernation pendant toute ma scolarité, qui a été très courte d'ailleurs. Hein, très courte. Et vous allez jusqu'à payer vos années de BEP. Pourquoi ? Parce que c'était pas question pour vos parents de le faire, hein. D'abord, il faut reconnaître que mes parents étaient d'origine très modeste, très modeste. Comme à l'époque, beaucoup de personnes sur l'île d'ailleurs. Hein, et puis c'était de coutume. Je veux dire, j'ai beaucoup de copains qui travaillaient l'été comme moi, et puis qui ont commencé très jeunes. Mais peut-être que pour eux, ça faisait partie de leur voie, d'être marin comme leur père, d'être agriculteur comme leurs parents. Moi, c'est pas ce que je rêvais. Donc pour moi, c'était difficile. Alors mes parents m'ont dit, écoute, après une négociation du directeur de l'école des Sorbets, qui dit, Madame Corbrojot, votre fils, il faut qu'il fasse au moins un bac C. Il fera un BEP. Après négociation, mais dans ces cas-là, il faudra qu'il paye ses écoles. Voilà. Et donc adolescent, vous payez votre BEP ? Oui, et puis j'ai fait comme beaucoup de jeunes, j'ai travaillé l'été dans une boulangerie, juillet août. Non-stop. Non-stop, oui. Oui, non-stop. Oui, vous en parlez. Oui. Mais ça vous faisait pas peur, ça, de non-stop. C'était pas le problème. Hein. Oui, comme beaucoup de personnes, c'est pour ça que je rends hommage aussi aux gens de l'île, parce que le travail, le courage, on est élevé comme ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Hein. Alors le BEP, pour la petite histoire, vous ne l'obtenez pas. Et vous quittez à 18 ans votre famille, votre île. Vont suivre en fait des années animées d'un désir de revanche, dites-vous quand même, il est présent. Et puis surtout, vous passez le service militaire à l'époque évidemment, et puis vous vous retrouvez travailleur à la chaîne dans une filiale de Renault, ouvrier. Et c'est la première étape de longues années où vous n'avez pas arrêté de vouloir déjà évoluer. On sent cette volonté chez vous très forte. J'ai une conscience que j'avais des capacités à l'école. J'avais des bonnes notes sans trop apprendre, parce qu'on passait beaucoup de... Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai commencé comme ouvrier à la chaîne. Ce qui m'a surtout choqué, c'est que
Je m'investissais comme ouvrier à chaîne, comme quand j'étais dans la boulangerie, comme ailleurs, comme tout. Et mon chef d'équipe, il vient me voir et il me dit c'est bien, Philbert, vous êtes courageux et travailleur, mais vous n'avez pas votre bac. En gros, venez dans quelques années, quoi. Ah, je me suis dit, mince, ouvrier à chaîne, si ça va être comme ça pour toute ma vie, c'est peut-être pas pareil, là, pareil. Alors j'ai décidé de prendre des cours du soir. Sauf que je ne savais pas que j'allais en prendre pour 20 ans. 20 ans de cours du soir. Et une fois que j'ai purgé ma peine, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Voilà, à 39 ans, ingénieur. Ouais. Vous m'avez dit à 59, docteur. Oui, bah ça je le dis à personne. Enfin, et je l'ai Oui, vous ne écrit dites pas dans le livre, hein, si. Non, je le dis pas parce que j'avais pas encore eu l'apostille, ça veut dire que la validation de l'État de Californie, parce que je suis docteur, PhD, Business Coach and Management de l'Université de Californie, FCE. Voilà. D'accord. Et à force de volonté, à force de vous voir entendre, t'as pas ce diplôme, t'as pas le bac. Après, on vous a dit, t'as pas le, enfin, je sais quoi, le diplôme d'ingénieur. Même là, on vous a dit, c'est pas la bonne école. On n'a pas arrêté de vous. Oui, et j'ai même encore une autre anecdote sur ce sujet. Parce qu'après les 20 ans de cours du soir de formation continue, je m'entends dire par le leader mondial, Péchiné à l'époque, qui me dit, le DRH, il me dit, Philbert, c'est bien, vous êtes courageux et travailleur, rebelote 20 ans après. Mais... Et vous voyez, chez nous, vous savez, un arrêt métier est directeur de production, un ingénieur des mines est directeur d'usine et un polytechnicien est directeur de département. C'est dommage, vous n'êtes pas dans la nomenclature. C'est incroyable. Et c'était ça toute votre vie. Petite parenthèse, votre maman, qui est toujours de ce monde, heureusement, qui est sur l'île, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors, mes parents avaient accompagné. Vous savez, des campeurs souvent. Et, parce qu'il y avait un camping. Un petit camping, enfin, c'était un petit camping de bord sauvage, puis après une étoile, il faisait ça l'été. Et souvent, les touristes lui demandaient mais qu'est-ce qu'il fait votre fils ? Alors, on disait mon fils, vous savez, le sait rien faire, par contre, le dit aux autres comment faut faire. Là, je pense qu'on a tous compris. Hein. Bon. Vous savez rien faire. C'est ça ? Mais en fait, c'est pas grand chose. En fait, c'est tellement virtuel. Concilier les autres, former, accompagner, sans faire quelque chose de sans matière. Oui. C'est pas assez pratique, c'est pas assez concret. Oui, puis quand chaque fois j'expliquais, t'es quoi ? Ingénieur en organisation. Ah, ok, d'accord. Tu fais quoi ? L'organisation, et ça consiste en quoi ? Réorganiser les postes de travail et l'organisation d'une entreprise, et revoir la stratégie. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Remarquez, ça vous met bien les pieds sur terre avec vos parents. Là, j'ai fait les deux, j'ai fait l'opposé. Alors, comme dans tout parcours, vous avez profité de très belles rencontres. Alors, il y a hélas celles qui semblent vous freiner, mais en fait qui vous boostent, ceux qui vous disent mais t'as pas le bac. Puis aussi celles quand même qui vous permettent de vous dépasser. Vous avez eu un patron en exemple qui vous a permis de vous dépasser par sa confiance, par l'audace aussi. Oui. En fait, je me rappelle tout le temps, c'était un serment industrie à Montaigu. Et ça tient le lait parce qu'il y avait plusieurs. Et le directeur, je peux le nommer maintenant parce qu'il ne m'en voudra pas. Et puis c'était valeureux ce qu'il a fait. Il s'appelait Jean Couteau. Et il me dit, je faisais mon stage d'ingénieur chez lui. Et au bout des 4 mois, il dit, si tu veux, on a un poste pour toi. J'ai dit, je veux bien, mais bon, ça consiste en quoi ? Mais il me dit, écoute, c'est pas compliqué, tu connais pas l'entreprise, tu connais pas le métier, et tu connais pas la fonction. Mais je t'embauche. Alors là, ça m'a un peu surpris. Mais parce qu'il n'était pas dans la logique de ceux qui visent que les hauts potentiels et diplômes, il était dans la logique de ceux qui sont peut-être un peu courageux, qui sont courageux, et puis qui essaient d'entreprendre, vous voyez. Et puis il s'est dit, je vais m'occuper de lui. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a fait grandir. Et vous avez fait grandir. Au regard de votre parcours, là, on peut lire dans votre livre, on peut imaginer que vous avancez, donc voilà, d'épanouissement en épanouissement, de diplôme en diplôme et d'expérience en expérience, ce que vous détaillez dans le livre. Mais en fait, ce n'est qu'à 50 ans qu'à la faveur d'un bilan de potentiel, vous dites, mais en fait, non, j'ai pas forcément fait exactement ce que j'aurais dû faire. Oui, alors ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce qu'à 50 ans, après avoir fait 20 ans de cours du soir, créer un cabinet de conseil dans le domaine que... Moi, j'en ai pas encore parlé, le cabinet Matura. Oui, pardon. À Nantes. Oui, à Nantes, oui, un cabinet de 15 personnes, qui a 20 ans. À l'époque, il y avait 10 ans. Je me dis, quand je réalise mon bilan potentiel... Ah, attention, je dis bien bilan potentiel, pas de bilan de compétences. Attention, le bilan de compétences est un rétroviseur. Comme le dit si bien Confucius,
L'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Non, le bilan potentiel, lui, c'est un projecteur qui éclaire l'avenir. Alors, un bilan potentiel s'appuie sur 4 domaines. L'intellectuel, le relationnel, l'émotionnel et l'opérationnel. Et on voit bien qu'aujourd'hui que l'intellectuel prend trop de place dans les entreprises. On vise que les hauts potentiels, qui représentent qu'une minorité. Alors qu'il y a une majorité de talents cachés. D'accord ? C'est une notion qu'on va voir beaucoup. Ouais. Donc on regarde beaucoup le CV, l'expérience, les diplômes. Alors, je juste une petite parenthèse quand même. Oui. À quoi il m'a servi? Alors vous, à 51 ans, vous faites ce bilan de Oui. potentiel. Qu'est-ce qui m'a servi? Il m'a servi à voir que j'ai fait toute ma carrière sur le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'il révèle, je donne 2 chiffres pour les auditeurs soient simples, il considère que je suis analyste. Vous voyez, une note sur 10, 1 sur 10, c'est pas terrible, hein, c'est même pas bon du tout, d'accord? 1 sur 10, ça veut dire analyste, c'est des gens qui aiment compter, qui aiment analyser, diagnostiquer. Et puis, il révèle que je suis 10 sur 10 en tant qu'innovateur. C'est-à-dire quelqu'un qui aime créer, changer les choses, extrapoler. Et là, j'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. 1 sur 10, voilà. Mais oui, parce que j'étais ouvrier à la chaîne, bon d'accord. Après j'ai été technicien, j'étais ouvrier qualifié régleur, j'ai été technicien en ordonnancement, responsable qualité, directeur compétitivité. Donc vous voyez la souffrance quoi. La souffrance. Et là, c'est un peu l'éclairage de ce test, hein, on va en reparler aussi. Et puis juste entre-temps, vous lancez effectivement le cabinet Matura à Nantes, où vous accompagnez justement des personnes dans leur chemin professionnel, alors aussi bien individuel que dans une entreprise, que des managers. On va en reparler dans quelques minutes. Et on retrouve dans votre livre ces mots d'ordre qui nous engagent à découvrir bien ce potentiel. Moi, c'est un mot qu'on retrouve souvent, potentiel, se reconnecter à sa passion, développer son professionnalisme, élaborer un projet. Voilà, ce sont les étapes que vous proposez sous forme de chapitre. On parle justement de toutes ces étapes et la manière dont on peut effectivement bien repenser son avenir professionnel avec vous. Dans 3 minutes, après Lilywood and the Plick.
l'émission de 12h52 jusqu'à 13h et en direct les rendez-vous de midi aujourd'hui. Votre invité Emmanuel, vous recevez Philbert Corbrejoux. Auteur du livre Libérez vos talents, le titre donc publié aux éditions Erol avec une première partie autobiographique et très vite ces outils, ces étapes, une méthode on va dire. On découvre déjà que des outils on n'en manque pas. Philbert Corbrejoux dans le cadre d'un travail sur soi, exemple avec ces tests psychométriques qui déjà peuvent nous éclairer sur nous tout simplement et on en a pas mal quand même à pouvoir utiliser. Alors, notamment le test psychométrique, c'est pour mieux se connaître. Je dis souvent, bien se connaître permet de se mettre à bonne place. Alors, il va identifier votre potentiel, comme je disais tout à l'heure, pas le bilan de compétences. Bilan de compétences, on va faire un état de ce que vous avez déjà fait. Là, vous ne l'avez pas fait encore. Alors, on va identifier vos préférences, vos aptitudes. Et c'est là justement le potentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est une aptitude à faire quelque chose de remarquable si on l'exploite. Mais pour l'exploiter, il faut le connaître. Donc pour le connaître, il y a des outils. Alors il y en a une 60aine, des payants, des non payants, il y en a peut-être des centaines. Mais si je prends dans la 60aine des payants qui sont efficaces, je vais vous donner 3. 3 qui vont aller entre 20 à 100 euros. Et pour définir une carrière professionnelle. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, comment dire. Hein. D'accord. Moi, quand je l'ai su, j'en ai acheté des ça, d'accord. Et donc, le premier, ça va être ce qu'on va appeler le wave. Le wave, il va permettre d'identifier son style professionnel, c'est-à-dire ses talents. Donc, on l'utilisera dans certains cas de figure. Le deuxième que je peux conseiller, c'est le MBTI. Il est conseillé, c'est le plus connu. Très connu, oui. Très connu. Et lui, il va être plutôt sur le type de personnalité. Est-ce que je suis dans le jugement, dans l'intuition, etc. Et puis le troisième, je l'aime bien aussi, c'est VIA. Il est sur le caractère. Quel est mon caractère, hein, voilà. Et c'est intéressant. Est-ce que je suis plutôt téméraire ? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un créatif ? Vous voyez, c'est intéressant parce que ça permet de orienter votre projet professionnel sans avoir fait quelque chose. Et vous êtes en train de nous dire qu'en fait on ne se connaît pas très bien. On se connaît pas. On se connaît pas. Et moi j'étais dans ce milieu-là et je l'ai découvert à 50 ans. Ah, ça faisait 10 ans que vous utilisiez en plus ces tests, ces approches. Alors pas celui-là. Non, je faisais du conseil sur autre chose, mais je n'utilisais pas encore les tests. Et quand vous les avez découverts, ça a été une révélation pour vous. Oui, comme je suis très curieux. Donc, comme dans le cadre d'une de mes formations, il y avait justement la connaissance de soi. Et là, j'ai testé ces outils, puis j'ai dit, alors, test premier, je vous avoue que j'étais un peu déboussolé. Dubitatif. Oui, et puis j'ai dit, c'est pas possible, à l'opposé, quoi. Ah oui, de ce que je fais. Donc j'ai fait un deuxième test, avec une autre marque, avec un concurrent. Pareil. J'ai dit, on fait un troisième, parce que là, le troisième, il dit la même chose. Alors j'ai dit, bon, là. Alors qu'est-ce que vous avez décidé une fois que vous avez vu ces tests, en fait ? J'ai dit, il y a deux solutions. Soit je continue sur la même voie et j'accélère, en connaissant peut-être les résultats, parce que ça explique pourquoi beaucoup de personnes sont en burn-out. Ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils font des choses qui ne les passionnent pas. On dit à 40 ans, la personne, on est has-been. Non mais attendez, c'est pas possible. C'est pas normal. Pourquoi ? Parce que la personne a été formée peut-être dans un domaine de la comptabilité, alors qu'il devrait être commercial. Donc c'est vrai, il va en faire toujours plus pour compenser, mais il compense contre son corps. Donc forcément le corps il lâche à un moment ou à un autre. C'est comme exactement le maçon qui préférait être pêcheur. Mais je connais des collègues qui étaient maçons et qui ont abandonné pour être pêcheurs, vous voyez. Et donc il faut savoir renoncer. Et donc ça vous aide à prendre le bon chemin. Et alors, une fois qu'on a pris ce chemin, qu'on a éclairé un petit peu son chemin aussi, mais il y a plein d'étapes. Vous parlez de passion, de se reconnecter à sa passion. Vous proposez d'avancer aussi pas à pas avec méthode et un peu cette idée que tout est possible, alors, ou presque, j'ai envie de dire, parce que vous dites tout n'est pas complètement possible. On en parlait juste avant, si j'ai envie de faire demain le 100 mètres en moins de 10 secondes, non, c'est un peu trop tard, mais il y a plein de choses qui sont encore possibles. Et voilà, se reconnecter à sa passion, à ce qu'on est vraiment au fond de soi, ça va changer la donne dans son parcours de reconversion. Comme tout à l'heure, une page de pédagogie. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était que le potentiel, c'est des aptitudes à faire quelque chose de remarquable. On ne l'a pas fait encore. La passion,
ce sont toutes les activités qui nous animent au quotidien. Que ce soit dans le plaisir, que ce soit dans le travail ou le loisir. Attention. Et ces activités-là, en général, c'est ce qu'on fait avec facilité, plaisir et sans voir le temps passer. Regardez le bricoleur du dimanche, ou la femme qui adore cuisiner, ou coudre. Ou l'homme qui aime coudre et la femme qui aime bricoler aussi. Exactement. Je suis resté quand même dans des schémas classiques. Oui. Et donc, quand vous avez une passion, mais creusez cette passion-là et essayez de la transposer dans le métier professionnel. C'est ça que je veux vous dire. Parce que c'est possible. Hein. Et arriver à la table justement de la professionnalisation, c'est un chapitre entier, c'est une clé de réussite dans l'élaboration d'un projet. Comment je vais arriver effectivement à terme par une professionnalisation. Donc une étude, des études que je dois faire, des formations que je dois faire. Oui, alors ça sera plutôt après dans le perfectionnement qu'on va aborder ça. Mais la professionnalisation, moi ce que je dis, c'est que c'est important le professionnalisme. Mais comme disait Confucius, c'est pas le plus important. Parce que c'est ce qu'on maîtrise le mieux, justement. C'est facile. On reprend ce qu'on a déjà fait, et puis on essaie de l'améliorer. Mais en réalité, c'est pas ce qui est le plus efficace. D'ailleurs, mon expérience, je me suis rendu compte que souvent les employeurs, ils s'attachaient surtout à développer mon savoir-faire par rapport à leurs produits, et c'est normal, par rapport à leur métier. Sauf que des fois, on en oublie sa passion. Et donc, ce que je dis, par rapport à la passion, c'est là qu'il faut identifier les travaux, les activités qu'on nous propose en lien avec sa passion. Et c'est là qu'il faut savoir refuser. Parce que des fois, on va accepter un poste par opportunité, c'est-à-dire qu'on est au chômage et tout le monde parle du numérique et de la responsabilité sociale des entreprises, donc on va prendre un job là-dedans, vous voyez, parce que c'est d'actualité. Puis à terme, on va être au bout du chemin. Et de même, on va accepter une opportunité de salaire. On était technicien et on va devenir responsable. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de manager? Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Et là encore, on tombe dans les travers. Alors il est 13h, j'aurais 1000 questions à vous poser. Donc c'est un livre vraiment qui donne plein de conseils, de méthodes, de parcours. Vous avez des témoignages aussi passionnants. Pour terminer, voilà, si un auditeur se pose la question en quelques secondes, je suis sur un chemin de réflexion et j'arrive pas encore à me décider là, ma reconversion, quoi. Qu'est-ce qui peut changer la donne, hein? Il va faire bouler la cierge. Non, blague à part. Plus sérieusement. Il peut aussi, mais sérieusement, c'est un point de départ. C'est quel est mon potentiel? C'est quelles sont les aptitudes que je ne connais pas aujourd'hui? Je dois me connaître. Voilà. Et puis, deuxièmement, où est-ce que je veux aller? Allez chercher dans les rêves d'enfant, dans ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune, et qu'on vous a dit que c'était pas possible, et tout le monde dit que c'est trop difficile, c'est pas fait pour toi. Reprenez ça. Et puis derrière, faites-vous un programme, peut-être pas pour faire exactement le rêve d'enfant, mais pour vous adapter. Et pour s'en approcher. Je rêvais d'être avocat. Maintenant, je suis l'avocat des talents. Nathan. Les talents, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Allez voir le livre « Libérez vos talents, personne ne le fera à votre place ». C'est le sous-titre. C'est aux éditions Erol. L'auteur, c'est Philbert Corbregeot. Je vous remercie infiniment, Philbert. Merci, Emmanuel. Et puis, on en reparlera, j'en suis sûre. Un livre vraiment qui donne plein de bons conseils, mon cher Thierry David. On va même en parler en déjeunant. Oui, je pense. Très bien, demain l'UNICEF qui organise à Saint-Jean-de-Mont une randonnée, ce sera ce week-end, tous les ans, une randonnée évidemment au profit de l'association, et on va retrouver deux bénévoles. La randonnée, c'est ça, à Saint-Jean-de-Mont samedi matin. Très bien, demain après-midi d'ailleurs. Demain à 12h35 en direct évidemment sur Neuve. L'émission podcast très vite neuvefm.fr et l'appli. On a Elton John et Dua Lipa pour la musique, et c'est juste après les infos. Le flash de 13h Kyo avec le chemin sur Neuve. Bonjour à tous. Les plans d'Emmanuel Macron pour la France de 2030. Le chef de l'État souhaite investir 30 milliards